Les rencontres se poursuivent toujours sur les épaules des géants pour voir loin. On a encore 3 beaux rendez-vous cet après-midi pour poursuivre les discussions avec les chercheurs et les scientifiques qui nous accompagnent. Vers 15h, 15h15, nous vous proposerons une table ronde sur le thème des enjeux de l'exploration spatiale. Alors avec 3 spécialistes, on parlera de ces enjeux aujourd'hui. Est-ce que retourner sur la Lune, ce sont les mêmes motivations qui nous y conduisent qu'il y a un peu moins de 70 ans? C'est des questions qu'on verra avec eux. Et puis, dernière table ronde de la journée, aux alentours de 16h15, nous aurons une grande discussion animée par Mathieu Vidard autour de la place de la parole scientifique dans le débat public. Mais tout de suite, nous avons rendez-vous pour une nouvelle récréation scientifique. C'est la 3e. On en a déjà eu 2 hier avec Roland Lehoucq. C'est la 3e de Roland Lehoucq. Il est astrophysicien au CEA, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Et là, il va nous parler de gravité. Je vous demande d'accueillir Roland Lehoucq. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus pour faire un peu de science cet après-midi, un samedi après-midi, dans cette manifestation, dans cet événement sur les épaules des géants, puisque là nous allons nous hélisser sur les épaules d'un géant, d'un fameux géant de la physique, qui est rien de moins que Albert Einstein, pour essayer de comprendre la gravité, je l'espère, sans pesanteur, sans que ça soit trop lourd pour vous. Alors ça commence quand même par cette fameuse, je me suis trompé, cette fameuse phrase, citation d'Albert Einstein qui explique comment lui est venue l'idée de sa nouvelle théorie de la gravitation qui s'appelle la relativité générale, qui a, disons, généralisé, englobé celle de Newton qui prévalait et qui était importante jusqu'à son époque. L'idée qu'il a derrière la tête, c'est qu'une personne en chute libre ne sent plus son poids. Le poids, c'est cette force qu'exerce l'ensemble de la Terre sur mon corps et qui me donne la sensation de je suis là et je pèse. Et d'ailleurs, quand je saute, quand je bouge, je sens que quelque chose me tire vers l'autre. D'ailleurs, quand je me casse la figure, eh bien, je me fais mal. Et je dis, je ne sens plus mon poids si je suis en chute libre. Alors en chute libre, c'est quoi? C'est simplement, par exemple, se mettre au bord d'une falaise et puis de se jeter dans le vide. C'est ça qu'on a en tête. On se jette dans le vide et pendant cette chute libre, eh bien, Einstein nous dit on ne sent plus son poids. Et il imagine aussi un certain nombre d'expériences. C'est-à-dire, vous pouvez vous-même, je pourrais le faire là. Alors évidemment, là, ma chute libre ne va pas durer très longtemps, une fraction de seconde, le temps d'atteindre le sol. Il faut que je fasse un petit effort pour me réceptionner. Mais disons que la prochaine fois que vous êtes dans un ascenseur qui se décroche, ça sera la dernière aussi certainement, mais au lieu de hurler, ça ne sert à rien, vous êtes promis à une mort certaine. Donc faites un peu de physique. Profitez de l'instant. Donc vous êtes en chute libre. Bon, il y a plein d'astuces, il y a l'air, il y a les frottements de l'ascenseur peut-être, mais vous êtes en chute libre dans l'ascenseur. Surtout le point, c'est que vous ne voyez pas l'extérieur. C'est ça qui est le point intéressant. Et vous avez sur vous quelque chose que vous tenez dans votre main et qui tombe avec vous. Non, vous tombez, l'ascenseur tombe, ce qui est dans votre main tombe avec vous. Bon, très bien. Et puis imaginez, si on prend pour vrai ce que dit Einstein, vous lâchez l'objet, vous écartez les doigts de l'objet que vous tenez et qui tombe avec vous. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a quelque chose qui s'appelle universalité de la chute libre, à laquelle Einstein fait implicitement référence. L'objet va tomber au même sens que vous, au même rythme que vous. Vous lâchez les doigts et l'objet, il reste là devant vous. C'est marrant. Vous n'avez pas longtemps pour faire ça. Hein. Attendez, il faut mouliner. Il ne bouge pas. Vous avez l'impression que l'objet reste devant vous, qu'il ne tombe pas. Si vous aviez l'objet normalement sur Terre, là vous allez le lâcher, boum, il tombe. Et là, il ne tombe pas, comme si son poids, et du coup le vôtre, avait disparu. Et il y a même une expérience tout à fait étonnante qui a été tournée pour la BBC, qui a été tournée dans une chambre à vide. Alors, parce que l'air, les frottements variés peuvent perturber le mouvement des objets en train de tomber, dans une énorme chambre à vide qui sert à tester les satellites en conditions réelles. Le satellite à l'échelle 1 en conditions réelles, dans le vide, sous-entendu de l'espace. Mais là, on enlève l'air de cette énorme chambre. Et regardez, là, on a accroché une grosse boule de bowling et une plume d'autruche. Elles sont tenues par un petit dispositif mécanique en haut qui vont les libérer exactement en même temps. Et regardez ce qui se passe. On les libère en même temps. Et ça tombe au début en même temps.
Et après, il y a un plan large qui vous montre, regardez, c'est un peu étonnant, même c'est franchement étonnant, presque même inattendu. On voit la boule lourde de bowling tomber exactement en même temps que les légères plumes d'autruche. Exactement en même temps. Alors ça, c'est tout à fait qualitatif, hein, ça montre l'idée. On peut dire, oui, mais il y a peut-être un petit écart, etc. Alors cette universalité de la chute libre, les objets tombent de la même façon dans les champs de pesanteur, quelle que soit leur masse et leur composition, a été testée de nombreuses fois par de nombreuses expériences. Et la dernière en date, qui a été faite à bord d'un satellite français qui s'appelle Microscope, a montré que les objets tombent de la même façon dans les champs de pesanteur avec une précision relative de 1/10000000 de milliardième. Pas mal. Ça veut dire, bon, essentiellement, ça tombe pareil. Et effectivement, si ça tombe pareil, imaginez-vous assis sur la boule de bowling, la plume d'autruche devant vous, on lâche tout le monde, vous êtes en chute libre, vous regardez la plume d'autruche en face de vous, vous tombez, vous et la boule, vous êtes plus massif encore, mais les objets tombent de la même façon dans les champs de pesanteur, indépendamment de leur masse ou de leur composition. Vous tombez au même rythme que la boule toute seule, qui tombe au même rythme que la plume, et la plume est devant vous, comme vous dans l'ascenseur en train de tomber, tenant cet objet, le lâchant, et l'objet semble rester devant vous. Et votre poids, qui était pour vous, mais aussi pour l'objet, le poids de l'objet aussi semble avoir disparu, parce qu'il reste là devant vous, bêtement, en disant, mais c'est incroyable ça, d'habitude ça tombe, ça tombe, on dit même vers le bas. C'est d'ailleurs comme ça qu'on définit le bas. Hein, si vous rencontrez un extraterrestre, vous dites, c'est quoi le bas? Enfin, il vous demande à vous, dis-moi humain, explique-moi ce qu'est le bas. Alors vous pourriez dire, c'est là où il y a mes pieds. Extraterrestre, c'est pas possible. Moi, j'ai pas de pieds, je suis une boule qui roule par terre. Je sais pas ce que c'est un pied. C'est là où il y a le sol. Mais non, mais tu te moques de moi, je suis une baleine qui flotte dans les couches gazeuses d'une géante comme Jupiter ou Saturne. Je ne vois pas de sol, je ne sais pas ce qu'est le sol. Il joue au con, l'extraterrestre, on est d'accord, mais vous lui dites quoi? Vous lui dites, prends un truc dans ta main, dans ton tentacule, tu le tiens devant toi et tu lâches l'objet sans vitesse, sans le jeter, comme ça. Là où cet objet va spontanément le lâchant, on appelle le bas. Nous, les humains, on appelle ça le bas. Et donc, cette universalité de la chute libre, Einstein l'a retournée en disant si je suis en chute libre, mon poids, et le poids des objets en général, disparaît. Je peux comme effacer la gravité, comme s'il n'y avait plus de gravité, en me mettant en chute libre. Alors, on peut le faire en pratique en utilisant un avion, par exemple, l'Airbus 0G, où cet avion va faire une parabole, il va monter, couper ses moteurs, continue de se lancer, il va être un moment pendant une vingtaine de secondes en chute libre, ensuite on récupère le coup, et pendant ces 20 secondes, tous les objets, l'avion lui-même et tous les objets dans l'avion, les passagers dans l'avion, sont en chute libre, et donc expérimentent pendant typiquement une vingtaine de secondes cette impesanteur. Les personnages de Tintin expérimentent aussi cette impesanteur, mais à un moment particulier du vol vers la Lune, quand les moteurs atomiques qui propulsent la fusée sont coupés par les Dupont. Tout le monde flotte cul par-dessus tête dans la cabine. Très belle représentation de l'état d'impesanteur, comme si la pesanteur, la gravité avait disparu. Et très belle représentation d'Hergé, avant qu'on ait réellement été dans l'espace. Et que nous dit Tournesol? Il nous inflige tout de suite un cours de physique tout à fait pertinent. Vous avez coupé le moteur atomique qui, par l'accélération constante qu'il a imprimée à notre fusée, crée à l'intérieur une sorte de pesanteur artificielle. Là, le pendant de « je suis en chute libre et je ne ressens plus la gravité », c'est « si je suis accéléré, alors j'ai l'impression d'être dans un champ de pesanteur ». Et par exemple, dans cette pièce, là, vous ne voyez pas l'extérieur, et la mairie du Havre ne refusant aucun sacrifice pour l'exaltation intellectuelle et scientifique de ses concitoyens, a décidé en fait, que depuis le début de la conférence, en fait, tout le pôle Simone Veil n'est plus au Havre. Vous en êtes pas rendu compte, mais en fait, il y a une fusée qui nous pousse aux fesses, qui nous accélère dans cette direction avec une accélération exactement égale à la pesanteur de la Terre. Et vous, dans cette pièce, vous ne pouvez pas faire la différence. Comme si vous étiez sur Terre subissant la pesanteur. Et pour faire la différence, que faire? Il faut regarder par la fenêtre, vous n'en avez pas, donc vous devez être obligé de me croire. Mais en tout cas, localement, alors en fait, la taille de la salle ici est assez grande, et si on vous donne un peu de temps et les instruments idoines, vous pourriez vous rendre compte que vous êtes encore sur la Terre. Mais en première approximation, vous auriez l'impression qu'il n'y a aucune différence entre être accéléré dans cette direction, avec une accélération égale à celle de la pesanteur terrestre, ou être physiquement dans la pesanteur de la Terre. Et donc, il y a l'idée qu'on peut remplacer les effets d'un champ de gravité par celui d'un champ d'accélération, de la même façon qu'on peut remplacer la disparition de la gravité par une
chute libre qui est finalement être pleinement soumis à la gravité, être uniquement soumis à la gravité. Alors cette deuxième version, la première c'était la chute libre universelle, voit avec cette boule de bowling et cette plume d'autruche. Là, on voit un petit film qui se passe dans la Station spatiale internationale, c'est pas avec Thomas Pesquet, mais ça aurait pu, avec un astronaute américain, à un moment particulier de la vie de la station, où pour des raisons pratiques, la station, qui est à peu près 440 km d'altitude, tourne autour de la Terre. Il y a un petit résidu atmosphérique quand même là-haut, ça frotte un peu sur la station, et ça lui fait perdre un peu d'altitude, typiquement une centaine de mètres chaque mois. Puis parfois, il faut la changer d'altitude pour la remonter un peu, et puis pour simplement, souvent aussi, ça arrive de plus en plus maintenant, éviter ou être sûr qu'un objet en orbite ne risque pas de percuter la station, ou du moins pas suffisamment au loin pour que tout risque soit annulé. Et donc, il y a un moment particulier où la station est propulsée par un des modules Soyouz qui l'accompagne. Elle est poussée, elle gagne un petit peu de vitesse, quelques mètres par seconde, et ça la fait monter d'altitude. Et regardez ce qui se passe pendant cette séquence. L'astronaute qui est là nous explique. Alors, première chose, si on voit les feuilles qui bougent alors qu'on devrait être en impesanteur, là, la station est en chute libre, enfin en impesanteur, on va voir qu'elle est vraiment en chute libre même permanente, on va y revenir. Les feuilles bougent à cause de la ventilation. Donc l'astronaute, la station, le télescope, l'appareil photo, excusez-moi, à 20 000 $, tout le monde est en chute. Alors il bouge encore un petit peu, là l'appareil, il va essayer de le stabiliser vraiment, et on est une quarantaine de secondes avant le moment de la propulsion. Donc il regarde son écran pour savoir combien de temps il lui reste pour la propulsion. Et donc il stabilise bien l'appareil photo, tout le monde est en impesanteur, l'appareil photo il tient en l'air, hein. Il est vraiment dans un ascenseur en train de descendre, sauf que l'ascenseur ne touche jamais le sol, et on va voir à quelles conditions on tombe sans toucher le sol. Parce que par chute libre, on entend chute, évidemment. Et on se dit, à un moment donné, ça s'arrête. Parce que ce qui est dangereux, vous l'avez bien compris, c'est jamais la chute. C'est l'arrêt de la chute. C'est au moment où ça s'arrête que vous avez des problèmes. Tant que vous êtes en chute, tout va bien. Eux, ils sont en chute permanente. Donc, tout va bien pour eux. Et regardez, vous avez bien vu l'appareil photo, spontanément, et l'astronaute aussi d'ailleurs, hein, il se dirige vers vous. L'accélération imposée à la station spatiale pour lui faire gagner quelques mètres par seconde crée à l'intérieur une toute petite pesanteur artificielle. Regardez, il remet l'appareil photo au même endroit, enfin à peu près, et regardez, l'appareil photo, il va vous faire un mode Star Wars. Et lui aussi, regardez, l'astronaute aussi subit son poids, un poids extrêmement petit, parce que l'accélération est extrêmement petite. Voilà, et l'appareil photo, il nous fait un truc de Star Wars. Et l'appareil photo et l'astronaute tombent vers ce qui est pour eux le bas, qui est la direction opposée à l'accélération, qui est imprimée à la station pour lui faire gagner quelques mètres par seconde de vitesse. L'accélération, c'est environ 2 millièmes de gravité terrestre, donc la personne, elle subit un poids, une force qui est équivalente aux 2 millièmes du poids qu'elle a sur Terre, de la force qu'elle subit, c'était la surface de la Terre. Alors du coup, on peut essayer de comprendre qu'est-ce que ça signifie d'être en orbite, parce qu'en orbite, finalement, ils sont en chute libre permanente. Si on dit le poids semble avoir disparu, c'est posé en l'air comme ça ne bouge pas. Donc ils sont en chute libre. Mais nous, chute libre, on dit à un moment donné, il y a le sol, on le mange. Comment ils font pour ne pas prendre le sol? Eh bien, c'est parce que, vu d'ici, je pourrais faire ça aussi, en me jetant ici, si je chute de là, je tombe. Et j'aimerais tomber en ratant le sol. On va faire un effort, hein. On sent bien qu'il va falloir faire un saut qui est grand. Mais en fait, oublions les murs, les montagnes, enfin tous les détails. Si je me jette de cette altitude avec un violent coup de rein sur le côté, en prenant une grande vitesse sur le côté, je peux rater le sol, parce que la Terre est courbée. Et en partant sur le côté, assez vite et assez loin, la courbure de la Terre va se dérober sous mes pieds pendant que je tombe. Alors reprenons, si on fait un petit dessin, je suis là, c'est moi la boule orange. Je vais tomber, je suis la petite flèche noire qui me tire vers le bas. En une seconde, on tombe d'à peu près 5 mètres. Je me mets à 5 mètres d'altitude, je tombe, une seconde plus tard, je suis par terre. Mais si sur le côté, j'ai une vitesse suffisante pour m'éloigner de la surface de la Terre parce qu'elle est ronde, hein, elle n'est pas plate, on est d'accord, elle est ronde, elle se dérobe sous mes pieds. Si je m'éloigne suffisamment sur le côté pour gagner 5 mètres de hauteur, pendant la même durée de 1 seconde, j'ai gagné. Donc il faut se dire, quelle distance dois-je parcourir horizontalement pour que la Terre se dérobe de 5 mètres sous mes pieds? Eh bien c'est facile à calculer, ça s'appelle la distance de l'horizon quand on est à 5 mètres d'altitude. Pour des gens qui sont près d'un port, on peut la calculer. L'horizon à l'altitude d'un humain habituel, c'est quelques kilomètres. Pour que quand on est à 5 mètres, c'est 8 kilomètres. Donc si en 1 seconde, je sais me déplacer de 8 kilomètres sur le côté, en même temps je fais 5 mètres vers le bas
à cause de la pesanteur qui me tire vers le centre de la Terre. J'ai gagné 5 mètres et perdu 5 mètres, je me retrouve à la même altitude. Et je recommence. Et ça s'appelle tourner autour de la Terre, être en orbite autour de la Terre avec la bonne vitesse, 8 km par seconde. Ce n'est pas négligeable du tout, c'est 27 000 km par heure à peu près, 28 000 km par heure. Et donc tomber vers la Terre et la rater, c'est la chute libre perpétuelle. Et c'est pour ça que les astronautes sont tranquilles à regarder les objets comme ça. C'est marrant, ça tient en l'air, il se passe des choses rigolotes. Et quand la station est accélérée, le phénomène inverse se produit. Ils sont dans un champ de pesanteur artificiel qui donne l'impression qu'ils pèsent et les objets se déplacent dans la station. Alors cette idée-là, elle a été représentée, là c'est un dessin qui vient de l'astronomie populaire de Camille Flammarion, c'est une idée qui vient de Newton, l'idée que pour aller dans l'espace, on prend un obus qui on tire horizontalement, plus on le tire fort, autrement dit à une grande vitesse, plus il ira loin, et arrive un moment, 8000 mètres par seconde, les 8 km, les 8000 mètres par seconde, qui fait que l'obus va faire le tour de la Terre et revenir à son point de départ, en oubliant bien sûr les détails du frottement atmosphérique, des montagnes, etc. Il faut se déplacer suffisamment vite pour rester en apesanteur, c'est-à-dire plutôt rester en chute libre perpétuelle. Il y a une autre vitesse, je mets encore une petite image de Tintin, parce que là on nous dit « Allô la Terre, vous êtes à 13 km à la seconde, vous n'êtes donc plus soumis à l'attraction de la Terre », c'est faux. Ils sont toujours soumis à l'attraction de la Terre. Les astronautes sont soumis à l'attraction de la Terre, ils sont même pleinement soumis à l'attraction de la Terre, mais ils ont aussi un mouvement qui fait qu'ils tombent vers la Terre et ils la ratent. Là, ils sont plus soumis. Normalement, la vitesse qui aurait dû être annoncée, c'est plutôt 11 km par seconde, qui est ce qu'on appelle la vitesse de libération. Le fait que ce n'est pas qu'on n'est plus soumis à l'attraction de la Terre, mais le fait qu'on peut s'en éloigner à l'infini sans jamais retomber sur la Terre. Donc, c'est plus être en orbite, cette fois-ci, c'est aller à l'infini, où on veut, à l'infini de la Terre. Alors, ce qu'Einstein a fait en faisant ça, cette idée qu'il a eue en tête en 1907, il l'a traduite ensuite en équation et ça a abouti à une nouvelle représentation, description de la gravitation qui a été pensée à son époque, elle l'est encore et c'est relativement pertinent pour tout un tas d'applications, comme une force qui s'exerce entre objets massifs. Une force qui est à distance entre objets massifs. Lui, il a remplacé ça par l'idée que la gravitation, c'est une manifestation, je ne rentre pas dans les détails pourquoi, mais une manifestation de la courbure de l'espace-temps. L'espace-temps est courbé par la présence de matière, et si on peut effacer finalement la gravité, ça résulte du fait que l'on peut, c'est une question de point de vue qui n'a pas été adapté, on peut changer de point de vue et se dire, ah oui, mais si mon espace, au lieu d'être plat avec une force, il est courbé, et sans force, elle disparaît, mais je vais ressentir, moi qui me déplace dans cet espace courbé, des effets qui sont la gravitation. Et une des conséquences de ça, c'est que la lumière elle-même peut être sensible à ce qu'on appelait la gravité, mais la lumière est a priori quelque chose qui n'a pas de masse, ne devrait pas être sensible à la gravité d'un corps. Ce sont les corps massifs qui s'attirent entre eux, une planète et le Soleil, la Lune et la Terre, un satellite et la Terre, vous et la Terre. Et donc, on avait l'impression que la lumière n'aurait pas dû être sensible à la gravité. Et pourtant, si maintenant on adopte le point d'Einstein, avec ce point de départ qui a l'air tout simple, si je suis en chute libre, je ne ressens plus mon poids, et tous les détails techniques qui lui ont pris ensuite jusqu'en 1915, et avec des efforts considérables intellectuels et des discussions avec tout un tas de collègues pour aboutir à sa théorie définitive, la courbure, la déformation de l'espace-temps est responsable de ce que nous appelons la gravité, et du coup la lumière devient sensible à cette déformation, et donc la lumière est sensible à la gravité et peut être déviée. On représente souvent les choses comme ça avec un objet. Là, il y a la surface qui est représentée ici, ce serait l'espace, réduite à 2 dimensions, alors que notre espace habituel en a 3, réduit à 2 dimensions pour avoir facilité la visualisation de l'extérieur. Le Soleil, qui crée, par sa masse énorme, crée cette déformation importante de l'espace ici, donc il y a une espèce de puits, et puis 2 étoiles lointaines dont la lumière devrait nous parvenir d'une certaine façon s'il n'y avait pas le Soleil, mais à cause de la déformation imposée par le Soleil, ils sont un petit peu déviés, et donc un objet, ces 2 étoiles, sont dans une direction réelle que nous ne voyons pas, mais une direction autre, qui sont les petits pointillés. Quand on prolonge, la lumière nous vient dans une direction, on prolonge et on dit « ah, l'étoile doit être par là », mais en fait non, elle est un peu à côté en réalité, à cause de la déformation imposée, de l'espace imposé, la gravitation du Soleil. Alors, pour impressionner l'auditoire, je mets une formule, mais ce n'est pas très grave. La déviation elle est toute petite. 2 secondes d'arc, ça veut dire c'est un angle minuscule, c'est quelque chose comme une pièce d'1 euro vue à un peu moins de 3 km. Vous voyez que une pièce d'1 euro, c'est pas gros, vous la mettez à 3 km, voilà, ça fait tout petit angle. Et bien c'est cet angle-là dont est déviée
la lumière de l'étoile, de dévier l'étoile. Donc c'est un tout petit angle qui a pu être mesuré pendant l'éclipse totale de Soleil en 1919 par Arthur Eddington. Là, je montre juste la page, j'ai pas besoin de lire. Il a mesuré ça au Brésil, et puis il y avait d'autres mesures qui ont été faites à Principe, au large de l'Afrique. Pendant l'éclipse totale de Soleil, on a mesuré la position apparente des étoiles autour du Soleil masquée par la Lune, ce qui permettait de voir les étoiles et le Soleil, donc de repérer les étoiles dont la lumière passait au voisinage du disque solaire. Et puis quelques mois plus tard, ou quelques mois avant, vous photographiez le même champ d'étoiles sans le Soleil, la nuit. Et vous comparez les positions relatives des étoiles entre elles, et vous voyez qu'elles ont bougé un petit peu les unes par rapport aux autres à cause de la déviation de la présence du Soleil, de la déviation de la lumière imposée par la masse du Soleil, et qui collait pas mal, même plutôt bien, avec ce que Einstein avait prédit, avait calculé finalement. Alors on peut appliquer ça. Pour conclure, on peut appliquer ça et simuler ça dans un cas très spécial. Un cas très spécial qui est un objet que tout le monde aime bien, qui s'appelle les trous noirs. C'est le petit objet qui est là entouré de rouge. Donc il n'est pas vraiment noir, mais enfin il est là au milieu de la scène, au milieu de la simulation. Et un trou noir, c'est un objet dont la masse est si importante, ou plutôt il y a tellement de masse dans un rayon donné, qu'il va déformer l'espace-temps de manière très considérable, au point que quelque chose qui y rentre, de la matière, mais aussi de la lumière, ne peut plus en sortir, y compris la lumière, qui pourtant se déplace à 300 000 km par seconde, ne peut pas ressortir de l'objet. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas tellement le trou noir à l'intérieur, c'est plutôt ce que ça a comme effet extérieur. Donc on voit ici, selon la même représentation que tout à l'heure, un espace plat, notre espace, enfin plat quand on est assez loin, et qui est très fortement déformé par la présence de trous noirs. Et vont apparaître un certain nombre de rayons lumineux qui vont être déviés par le trou noir, n égale 0, ils arrivent, ils passent. Après, on verra n égale 1, ils font un tour du trou noir, les rayons lumineux font un tour du trou noir et ils repartent. N égale 2, ils font 2 tours du trou noir et ils repartent. Et ça va construire petit à petit une image, et ensuite on va voir en quoi ces simulations ont été utiles. Donc voilà, des rayons lumineux qui passent et qui arrivent. Le plan qui est à droite représente le plan focal de l'instrument, de l'observatoire, du télescope qui observe cette direction. Et l'on voit apparaître des rayons qui viennent dans toutes les directions. Et voilà le genre d'image que ça peut produire. Quand les rayons lumineux font un tour autour du trou noir, vous voyez qu'ils font maintenant ils font une espèce de boucle avant de parvenir. On en a mis 2. Tout un tas qui arrivent de tout un tas de directions, ils vont produire cet effet-là. Donc il y a les rayons qui sont passés au voisinage, ceux qui ont fait un tour, ceux qui ont fait 2 tours. Alors on pourrait imaginer 3 tours, 4 tours, 5 tours, on pourrait calculer tout ça et simuler comme ça l'image qu'on s'attend à voir d'un trou noir. En fait, on ne verra pas le trou noir, lui-même n'émet pas de lumière, ce qui tombe sur lui ne ressort pas. On verrait la lumière, l'image de la lumière qui est de la matière qui entoure le trou noir. Et donc on verra en quelque sorte l'ombre du trou noir. On peut simuler ça, et jusqu'à récemment, ça n'était que de l'ordre de la simulation. Voilà ici une image complète simulée. Jusqu'à présent, ça n'était que de la simulation. Et maintenant, on a réussi à faire en 2019, grâce à un ensemble de radiotélescopes combinés qui ont observé simultanément le même objet qui se trouve être un trou noir supermassif au centre de la galaxie Messier 87. On a pu observer en bas l'image de l'ombre du trou noir supermassif qui se trouve au centre de la galaxie Messier 87. Ça, c'était en 2019. Et plus récemment, en mai dernier, on a pu faire la même chose avec le trou noir central de notre galaxie. On a pu aussi observer cet objet-là et faire la même chose, l'image de l'ombre du trou noir. La zone sombre, là, où on ne voit rien au centre, c'est là où se tapit le trou noir. Et la lumière qui est autour, c'est celle qui est déviée, transformée par la présence du trou noir et par la déformation qu'il impose à l'espace-temps. Et ça a été possible grâce à ces instruments. On voit ici les éléments du télescope ALMA qui se trouve dans le désert d'Atacama, enfin sur un plateau dans le désert d'Atacama. Le trou noir central de notre galaxie fait 3,6 millions de fois la masse du Soleil. Il est situé à peu près 26 000 années-lumière. Le trou noir central de la galaxie Messier 87, il est 2000 fois plus massif. Il est aussi 2000 fois plus loin, ce qui fait qu'ils ont à peu près la même taille apparente. Il pèse plus de 6,5 milliards de masses solaires. Donc il y a des objets énormes dont on a pu comme ça observer la présence et qui sont le résultat de 2 choses. Le trou noir lui-même qui est une sortie, dont je n'ai pas du tout parlé dans le détail, ce serait trop long ici, de la théorie de la gravitation de Newton, la relativité générale, et on a pu voir leur ombre parce qu'ils déforment la lumière exactement comme on s'y attend. Ils dévient la lumière exactement comme on s'y attend dans le cadre de cette même théorie qui nous explique donc que la gravitation peut être
effacé en se mettant dans le bon référentiel. En chute libre, on ne ressent plus son poids et que ça a comme conséquence que la gravité n'est pas une force, finalement, mais la manifestation de la courbure de l'espace-temps dans lequel nous sommes. J'espère que ça ne vous a pas trop satellisé. En tout cas, merci de votre attention. Merci Roland. Voilà qui mérite quelques questions. Nous avons encore un peu de temps pour les écouter. Il y a des micros dans la salle. Levez la main et on vous apporte ce qu'il faut pour que vous vous exprimiez. Nous vous écoutons. Je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas une seule question sur ce qu'on s'est dit. Je vois déjà des mains qui se lèvent. C'est le poids de la science. Allons-y, on vous écoute. Bonjour. Bonjour. Moi, je voudrais savoir, parce qu'en fait, vous avez dit que un satellite est en orbite autour de la Terre par l'accélération. Comment ça se fait que la Lune ne tombe pas sur la Terre? Est-ce que ça vient qu'elle a une vitesse au départ aussi, qu'elle a une accélération? Exactement. La Lune a été formée. À un moment donné, il y a tout un processus de formation par collision, pense-t-on, d'un corps qui a été, semble-t-il, pense-t-on, de la taille de Mars, qui a collisionné la Terre avant qu'elle soit la Terre telle qu'on la connaît. Cette collision a formé pour partie la Terre telle qu'on la connaît, un peu plus grosse que la prototerre, celle qui prévalait avant. Et puis, il y a de la matière qui est restée en orbite et qui, pour partie, s'est coagulée, a formé la Lune. La Lune a été en orbite autour de la Terre, donc la Lune, elle tombe vers la Terre, mais elle tombe et en même temps, elle tourne. C'est-à-dire en même temps, elle a une vitesse, si j'ose dire, sur le côté, qui fait qu'elle descend vers la Terre, mais qu'elle se déplace. De la même façon qu'un satellite tombe vers la Terre, mais se déplaçant et la courbure de la Terre étant ce qu'elle est, eh bien, elle se retrouve au bout de, mettons, une seconde, si on veut essayer de décomposer. La petite décomposition que j'ai faite tout à l'heure était pour la compréhension mentale, mais ça se fait en continu, si j'ose dire. Eh bien, la Lune reste en orbite autour de la Terre parce qu'elle a la bonne vitesse. Si elle était trop lente, si par un coup de baguette magique, on dit vitesse de la Lune, tu diminues, alors si la Lune a sa vitesse qui diminue, eh bien, elle va avoir une orbite qui va descendre. Et si maintenant, je dis vitesse de la Lune augmente, alors ça va la placer sur une orbite encore plus large. Donc là, elle a la bonne vitesse pour la bonne orbite. La Lune tombe vers la Terre, c'est même ça l'idée. Enfin, quand on imagine Newton avec sa pomme, c'est de réaliser qu'une pomme et la Lune tombent vers la Terre. Sauf que la pomme finit par toucher le sol, tandis que la Lune ne touche jamais le sol parce qu'elle a une bonne vitesse, elle a la vitesse qu'il faut pour rester là où elle est, comme un satellite orbital, comme un satellite artificiel. Mais j'avais même en tête, mais peut-être est-ce une idée fausse, que imperceptiblement la Lune s'éloignait de nous. Ça, c'est un autre effet, effectivement. Il y a ça. Alors ça, c'est en première approximation. La Lune a une orbite autour de la Terre et tout va bien. Il se trouve que les interactions mutuelles entre la Terre et la Lune, gravitationnelles, en fait, des interactions qu'on appelle de marée entre la Terre et la Lune, font que la Lune s'éloigne de 3,8 cm par an. Donc en fait, elle s'écarte un peu de la Terre et que en même temps, la rotation de la Terre sur elle-même se ralentit et que la Terre tournait il y a quelques centaines de millions d'années en 22 heures sur elle-même. Et maintenant, c'est 23 heures 56 minutes et plus tard, ça sera 25 heures, 26 heures, etc. Donc, et au train où vont les choses, la Lune ne sera plus là dans combien de temps? La Lune, elle sera là pendant encore bien longtemps. Bon. Elle sera là pendant bien longtemps, mais on peut alors, la Lune s'éloignant de la Terre, évidemment, sa taille apparente va diminuer. Il se trouve qu'en ce moment, nous sommes dans une période qui n'est pas juste aujourd'hui et hier, qui dure depuis sans doute des millions d'années, peut-être même des dizaines de millions d'années. La taille apparente de la Lune est très voisine de celle du Soleil. La Lune est 400 fois plus petite que le Soleil. Elle est aussi à peu près 400 fois plus proche, ce qui fait qu'elles ont des tailles apparentes comparables. Et il y a la possibilité d'éclipse totale, où la Lune masque presque exactement le disque solaire. Parfois, on l'appelle l'éclipse annulaire parce que la Lune a une orbite qui n'est pas circulaire autour de la Terre, mais elliptique. Donc elle est parfois, pendant l'éclipse, un peu plus loin que d'habitude. Donc elle est un peu plus petite et on voit un anneau lumineux du Soleil. Parfois, elle est un peu plus grosse que le Soleil, mais elle est presque exactement comme le Soleil. Si on attend, je crois, environ 600 millions d'années, au rythme auquel elle s'éloigne, eh bien, il n'y aura plus que des éclipses annulaires avec perte complète de la possibilité d'éclipse totale, plus que des éclipses annulaires. Et si on attend 3 ou 4 ou 5 millions d'années, la Lune, elle sera suffisamment loin pour qu'elle passe devant. Et puis ça fera on appelle ça une occultation. On constate ça d'ailleurs depuis Mars. Les rovers martiens ont vu ça. Les deux satellites de Mars, Phobos et Deimos, ont une taille apparente qui est très petite par rapport à la taille apparente du Soleil vu de Mars. Et on les a vus passer devant. Ça ne fait pas une éclipse totale comme sur la Terre. Il y a un objet qui passe devant le Soleil, comme un avion, si j'ose dire, qui passe devant le Soleil. Là, c'est pas un avion, c'est un des satellites de Mars. Et ça ne fait pas une éclipse, mais une occultation. Voilà. Allez, une autre question dans la salle.
Allez-y, on vous écoute. Monsieur. Je vois une main qui se lève, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Oui, pour rebondir sur la même question, la Lune n'est pas toujours à la même distance de la Terre, non? Oui. Non, parce elle suit une orbite elliptique, donc sa distance varie un peu. Sa distance moyenne, c'est 380 000 km, mais parfois elle est un peu plus proche, parfois un peu plus loin. Ça varie, je crois, entre 365 000 et 420 000 km, parce qu'elle suit une ellipse, en fait, dont la Terre occupe un foyer, donc la distance varie au rythme de cette... Et après, il y a en plus de ça, le rayon moyen, la distance moyenne augmente de 3,8 cm par an à cause des forces de marée réciproques de la Terre sur la Lune et de la Lune sur la Terre. Monsieur, on vous écoute. Une question sur l'ensemble des planètes qui constituent le système solaire sont sensiblement rondes. Est-ce qu'on peut établir un lien de causalité avec ces notions de gravitation et la forme des planètes? Absolument. Les objets suffisamment massifs sont essentiellement ronds, à des détails près, la rotation sur elle-même, qui crée une force centrifuge plus importante à l'équateur qu'au pôle, des montagnes, par exemple, si on est sur une planète solide, une planète tellurique, mais essentiellement rond, parce que la gravité est une force faible, mais têtue. Donc au début, pour un objet de petit corps, vous et moi, nous ne sommes pas ronds manifestement. Et nous avons même la possibilité d'avoir des extensions un peu curieuses, des trucs qui dépassent. Bon. Et en fait, il faut se demander qu'est-ce qui fait notre cohésion à nous. C'est essentiellement les liaisons chimiques entre les atomes et les molécules qui nous constituent, et que ces liaisons-là, elles résultent d'une force qui s'appelle la force électrostatique. Et cette force électrostatique, elle a une particularité où les éléments sensibles à la force électrostatique sont les charges électriques, qui ont une particularité, c'est d'être chargés positivement ou négativement. Il y a les deux possibilités. Ce qui fait que deux objets de charge opposées s'attirent et de même charge se repoussent. Mais il y a toujours l'idée qu'un objet, une particule chargée positivement, attirera à elle les charges négatives et réciproquement. Ce qui fait que globalement, quand on regarde de loin, la matière est électriquement neutre. Il y a autant de charges positives que de charges négatives. Et quand on regarde de loin, la matière est électriquement neutre. Et donc, il n'y a pas peu d'interaction électrostatique. Il y a bien des choses subtiles, mais essentiellement, il n'y en a pas. Ce qui fait que l'interaction électrostatique entre deux charges se fait a priori à toute distance, mais en pratique, parce qu'il y a cet écrantage mutuel des charges positives et des charges négatives, elle se fait qu'à des distances très petites, de l'ordre de la taille atomique. Du côté de la gravitation, il n'y a que des masses négatives. Elle est toujours attractive. Ce qui fait qu'elle est très faible aussi, beaucoup plus faible que l'interaction électrostatique, beaucoup plus faible, typiquement 10 puissance moins 38, 0,370 et 1, 10 puissance moins 38 fois plus faible. Minable. Mais têtue. Elle est toujours attractive tout le temps. Quand le corps est assez gros, c'est elle qui va dominer la structure. Donc si on a un objet assez gros, toutes les particules sont sensibles les unes avec les autres. Votre corps est sensible à l'intégralité de la masse de la Terre, le plus petit atome à l'autre bout de la Terre. Un atome de votre corps n'est sensible qu'à ceux qui sont au voisinage de lui. Et au final, on est dans une situation où la gravité est têtue, faible mais têtue, et que les corps les plus massifs sont soumis uniquement à leur propre gravité, et la gravité, on en arrive à la réponse, est une force à symétrie sphérique. Elle ne dépend que de la distance entre les corps et pas de leur position relative, juste de la distance. Et si cette gravité impose sa loi à un corps, et là c'est le principe dit de Curie, les effets ont les mêmes symétries que les causes. La cause, la force de gravité est à symétrie sphérique, l'effet, le résultat sera sphérique. Et donc c'est constatant que les corps assez gros du système solaire, au-delà de peu près 500 km, sont tous sphériques, et bien qu'on sait qu'à cette taille-là, au-delà de cette taille-là, c'est la gravité qui impose sa loi essentiellement, et que les plus petits corps, vous et moi y compris, on est plutôt dominés, pas par notre gravité, mais par d'autres choses. Roland, on a le temps d'une ultime question. Oui, je voyais le temps rapidement, allons-y. La relation entre la masse inertielle et la masse gravitationnelle. Et dans la formule célèbre E égale mc2, M, est-ce la masse gravitationnelle ou est-ce la masse inertielle? Alors, vous nous avez gâté pour la dernière question. Vous avez 1 minute pour répondre. Pas facile. On va essayer de faire ça. Alors, d'abord, égalité entre les deux. C'est même ça l'universalité de la chute libre. La masse inertielle, c'est quoi? C'est ce qui quantifie l'inertie d'un corps. Donc, sa répugnance à changer de mouvement, de le mettre au mouvement, de le ralentir, de le dévier. Donc, évidemment, c'est plus difficile de pousser une armoire normande que de pousser un verre d'eau. Ça, c'est quelque chose qui va être l'inertie du corps.
autre chose, la masse gravitationnelle. Ça, c'est, on parlait de charge électrique. La masse gravitationnelle, c'est la charge gravitationnelle. C'est la façon dont un corps va sentir la gravité d'un autre ou la façon dont il va créer sa propre gravité. Ça dépend de cette masse gravitationnelle. A priori, ces deux concepts n'ont rien à voir. L'inertie d'un côté, la répugnance à changer d'état de mouvement, et de l'autre côté, la capacité à se coupler ou à produire un champ gravitationnel. Il se trouve que ces deux choses-là sont égales à 10 puissance moins 15 près, 1/1000e de milliardième près, vient de nous dire le satellite Microscope, grâce à ces dépouillements de données qui viennent d'être publiés tout récemment d'ailleurs. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, dans E égale mc2, ce qui est dedans, c'est de dire qu'il y a la masse, c'est l'énergie d'un corps au repos, c'est l'énergie au repos. Et ce qui est l'énergie au repos, c'est son inertie. Donc la masse qui est dans E égale mc2, c'est la masse inertielle. Ça pourrait être la masse gravitationnelle, puisque MI, les deux sont égales, mais intellectuellement, c'est la masse inertielle. Et on définit la masse d'un corps, dans la théorie d'Einstein, comme son énergie au repos. Et l'inertie d'un corps varie avec sa vitesse dans la théorie d'Einstein. Plus un corps est rapide, plus son inertie est grande, et même elle tend vers l'infini quand la vitesse tend vers la vitesse de la lumière. Roland, la régie est sous le charme, elle vous offre 2 minutes de plus, on a le droit à une dingue. question Merci, supplémentaire. Y a-t-il encore une question dans la salle? Là, je crois que ça Non, je vois plein de morts, on pourrait tenir une demi-heure. Allons-y. Je ne comprends pas, c'est la courbure de l'espace-temps, j'ai vraiment du mal avec ça. Je sais que c'est pas facile à expliquer, mais oui, qu'est-ce que c'est un espace qui se courbe? On peut l'imaginer quand c'est à 2 dimensions, bien sûr, parce que la surface plane d'une feuille, c'est un espace plat. Imaginez que cette feuille soit courbée, vous prenez de la pâte à modeler, vous avez de la pâte à modeler que vous avez aplatie bien plan, puis maintenant vous faites des creux des bosses. C'est cet espace, cette surface, attention, cette surface qui va avoir des creux des bosses. La difficulté, c'est de se représenter ça à 3 dimensions, bien sûr, de faire la même chose à 3 dimensions, mais à 2 dimensions, c'est presque assez clair, c'est juste le fait que la Terre est courbée. La Terre, c'est une surface qui n'est pas plane, la Terre, c'est une sphère, et elle a donc une courbure. Voilà, la surface de la Terre comme objet physique. Et en même temps, il y a l'espace qui est le cadre dans lequel évoluent les objets physiques, l'espèce de théâtre, de cadre, de scène de théâtre dans lequel évoluent les objets physiques. Eh bien, c'est comme si dans cette scène, le fait qu'il y ait dans cette scène, a priori, ça c'est l'espace de la scène. Et puis on est dedans, on est des particules, on bricole, on fait des trucs. Bon, ça c'est la vision newtonienne, le cadre il ne bouge pas, et puis il y a des choses qui interagissent par des forces, on fait des interactions dans le cadre. En relativité générale, et en relativité générale d'Einstein, eh bien, c'est comme si nous influencions le cadre. C'est comme si le fait que Daniel est là et moi ici, il se passe un truc. Alors là, je sais pas, c'est un peu plus creux ici, où il y a une bosse qui se passe, et que du coup, nous allons interagir aussi par le fait que nous déformons le cadre dans lequel nous sommes. Et donc, c'est pas facile à représenter, mais il y a l'idée que les objets influencent le cadre dans lequel ils évoluent, qui est l'espace et le temps, et quand même en un seul bloc, qui s'appelle espace-temps, depuis la relativité restreinte, et que ce cadre dans lequel ils évoluent impose le mouvement qu'ils vont suivre. Vous voyez, c'est pour ça que c'est compliqué à gérer après la relativité générale. Les objets se déplacent dans un cadre qu'ils déforment, et leur déplacement est fixé par les déformations du cadre. Donc il y a quelque chose d'assez subtil à gérer là-dedans, et qui marche. Alors c'est ça qui est spectaculaire. Prévision des trous noirs, déviation de la lumière, les ondes gravitationnelles. Tout ce qui est sorti de la théorie d'Einstein a été vérifié existant, et avec une précision maintenant pour certains aspects absolument spectaculaire. Donc ça marche incroyablement bien. Merci Roland, c'était passionnant, merci de nous avoir accompagnés tout au long de ces rencontres.